J'insiste sur, le recel parce que, évidemment, nous savons qu'1 milliard au Congo, Brazzaville, c'est moi qui parle de milliards parce que la fois dernière, on a vu un opposant gabonais sur qui on a saisi plus d'un milliard de Tout à francs fait. CFA, qu'il avait, je crois, obtenu à Brazzaville. Quelqu'un lui a donné, bon, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est Sassou Nguesso lui-même ou bien ses hommes, qui ont donné 1 milliard à un opposant. Ça, c'est le Gabonais. Milliards de Donc sons. j'imagine un peu, les personnalités comme, Jean-Pierre Raffarin auront beaucoup plus que ça. On ne peut pas nous dire qu'un Denis Sassou Nguesso, président de la République soit-il, trouve 4, 5, 10 milliards à donner à quelqu'un comme ça de sa poche. Ce n'est pas possible. C'est de l'argent pillé dans les caisses de l'État et qu'on remet à ces personnalités pour garantir, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, je ne sais pas s'il faut parler en termes de Le légitimité ou, blanchiment de bon, son voilà, régime. voilà, garantir, voilà, la légitimité du régime. C'est quand même, c'est le Le blanchiment recel. de son régime et la prévention de régime. Mais Monsieur Perrin, Parce que si vous on ne oubliez. parle pas de recel à ce moment-là, évidemment, ils vont se dire, ben, c'est normal, c'est une activité normale, on peut continuer à aller prendre de l'argent. Et puis, Jean-Pierre Raffarin n'est pas le seul, même si on se cache derrière le label des affaires. Il y a eu d'autres personnalités. Anne Hidalgo va souvent à Oyo pour se servir. On a vu DSK, ils vont là-bas, Pigas, pareil. Tout ce monde-là défile à Oyo pour aller prendre de l'argent du contribuable congolais. Le mot, disons, qui englobe le tout, c'est la corruption. Mais sous le couvert de la corruption, effectivement, on peut voir du recel et tout. Bon, donc, corruption, blanchiment, c'est le catalogue, ou disons, c'est l'appellation qu'a retenue la France. Si nos propres juridictions fonctionnaient, mais ne rêvons pas, disons tout simplement que le moment venu, nos juridictions à nous donneront, disons, l'appellation la plus adaptée à ces pratiques-là. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir, mais surtout merci de votre fidélité à Telar TV. Avec moi sur ce plateau, professeur Félix Bankundambele, qui n'est plus à présenter, mais pour ceux qui le découvrent, diplômé des Sciences Po, enseignant-chercheur, juriste et politologue, consultant constitutionnaliste. Bonjour professeur. Bonjour Christian Perrin, heureux de vous revoir. En tout cas, merci, professeur, d'avoir encore accepté notre invitation pour une analyse juridique du décret numéro 2023-78 du 6 mars 2023 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de coordination et de coopération internationale. Mais bien avant de démarrer notre interview, je vais donc prier nos téléspectateurs de cliquer sur le pouce levé de partager. Il serait également intéressant que vous nous laissiez un petit commentaire à la fin de cette émission. Moi, c'est Christian Perrin, si vous nous avez rejoint pour la première fois sur Telar TV. Professeur Félix Bankundambele, je présume que vous avez pris connaissance du décret susmentionné créant ainsi le Comité national de coordination de coopération internationale. Alors, quel pourrait être l'intérêt, sinon le rôle d'un tel comité, mais aussi l'opportunité de créer ce comité? Monsieur Perrin, il faut d'abord noter que la question de ce ministère s'est posée depuis le départ. Quand on regarde, bon, je rappelle qu'au lendemain, disons, de l'établissement de ce gouvernement, nous avons organisé une interview où effectivement on s'était appesanti sur ce ministère. D'abord par rapport à notre histoire constitutionnelle ou institutionnelle, mais également au regard de ce qui se passe ailleurs. Généralement, on remarque que le ministère des Affaires étrangères est toujours accompagné de la coopération. Ou alors, tout simplement, si on doit instituer un ministère de la coopération, c'est un ministère délégué. Oui, pour dire que c'est difficile effectivement de les séparer, parce que la problématique, c'était laquelle? La coopération, on ne la fait pas à l'intérieur. La coopération, on la fait avec l'étranger. Et donc, si c'est avec l'étranger, c'est-à-dire les pays étrangers, naturellement, on a un peu du mal à comprendre pourquoi on doit effectivement séparer, disons,
ces attributions, cette compétence, ou ce ministère, en l'occurrence, avec le ministère des Affaires étrangères. Oui. Donc, la question était posée depuis le départ et nous n'avions effectivement pas loupé de poser le problème à ce moment-là, c'est-à-dire au lendemain de l'institution de ce que l'on peut appeler le gouvernement Makosso I. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, ben, elle est, je serais tenté de dire, congénitale, effectivement, disons, au gouvernement Makosso. Et alors, puisque vous posez la question de savoir qu'est-ce qui peut justifier effectivement un comité national, c'est bien ce comité de coordination. Oui. On est dans l'ambiguïté. On est dans l'ambiguïté. Bon, la coordination de quoi? La coordination de quoi? C'est-à-dire que l'impression que ça donne, c'est que c'est comme s'il y avait un éparpillement, disons, des compétences. C'est comme s'il y avait disons, une forme, disons, d'éparpillement, disons, des organes de gestion de la coopération. Ben, écoutez, on n'est pas à l'intérieur du pays, on ne peut pas savoir, mais on a un peu du mal à comprendre à quoi cela rime. L'impression que ça donne, tout juste, c'est qu'il y a forcément ce dont il fallait s'y attendre depuis le départ, c'est-à-dire qu'il y a certainement des conflits de compétences entre le ministre des Affaires étrangères et le ministère de la Coopération. C'est-à-dire que le raté depuis le départ, c'est-à-dire le refus ou disons le rejet de la subordination du ministère de la Coopération au ministère des Affaires étrangères fait ou devrait faire qu'à un certain moment, il y aurait forcément conflit de compétences. Et donc, Oui, mais évidemment, puisque vous parlez déjà de conflit de compétences, comment comprendre donc le fonctionnement de ce comité par rapport au gouvernement dans un contexte où on sait que dans ce même communauté et dans ce même comité plutôt, il y a des membres, mais qui sont membre, dans le même temps, d'un gouvernement, c'est-à-dire du gouvernement de la République. Donc là, on trouve le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministre des Affaires étrangères, etc. Et je vois un peu, j'essaie de faire un peu le parallèle avec un ministre, par exemple, le député au Congo, normalement, le ministre ne siège plus. On suppose qu'il a beaucoup à faire. Ici, on vient créer un comité où on nomme des membres, mais qui sont des ministres du gouvernement et qui seront désormais sous l'autorité de Denis Christel Sassou Nguesso, qui est aussi un membre du gouvernement congolais. ce qui m'a frappé, c'est justement cela. C'est pour ça que j'ai parlé en termes de conflit de compétences. Quand on regarde, il y a d'une part le ministre des Affaires étrangères qui, rappelons-le, dans la tradition gouvernementale universelle, je dis bien universelle, relève de ce qu'on appelle les ministères régaliens. Oui, c'est le ministère régalien, le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère régalien. Bon, et que dans le comité de coordination, on va trouver le ministre des Affaires étrangères qui devient vice-président du comité d'organisation, du comité, pardon, de coordination. On se pose la question, comment le disant un ministre traditionnellement considéré comme ministère, considéré traditionnellement comme étant un ministère régalien, va devenir donc effectivement, en quelque sorte, vice-ministre enfin, dans l'organisation de la coordination, donc vice-président de ce comité de coordination. Ça pose problème. Et c'est pour ça qu'on ne peut l'interpréter que de la façon dont je venais de dire, c'est qu'il y a un conflit de compétences qu'on a tranché effectivement en faveur du ministre de la coopération. Autrement dit, et en une phrase, le ministre de la Coopération devient le super ministre des Affaires étrangères. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire que le ministre de la Coopération, donc en l'occurrence sur ces questions, a une autorité supérieure à celle du ministre des Affaires étrangères sur les questions qui relèvent effectivement de la coopération. C'est ce que ça signifie. Est-ce qu'il n'y a pas là, comme qui dirait, une certaine confusion? C'est comme si c'était. Et d'aucuns nous parlent en fait d'un gouvernement parallèle. Le ministre des Affaires étrangères, ministre régalien dans la tradition de tous les États, qui, sur les questions de la coopération, est maintenant sous la houlette du ministre de la Coopération, c'est déjà suffisamment, je vais dire, disons, suspect. C'est déjà, bon, je vais dire, ça laisse interrogateur. Bon, et ensuite, on prend le ministre de l'Intérieur et la décentralisation, le ministre de l'Intérieur et de la Coopération, qui est deuxième vice-président de la même institution, c'est-à-dire du même, disons, du même ministre.
c'est vraiment, je vais dire, interpellé, ça pose vraiment des problèmes. Et alors, on peut se poser la question, je ne parlerai peut-être pas, disons, en termes de, comme vous l'avez dit, ou bien comme ça, on pense que c'est comme un gouvernement bis. Mais ça donne quand même l'impression qu'il y a là, effectivement, disons, quelque chose qui se trame, dont on a effectivement, disons, je vais dire, disons, quelques couleurs. C'est quoi? Je pense que là, nous avons le tempérament, disons, d'un individu qui veut tout simplement forcer les choses. C'est le tempérament, disons, d'une personne qui veut montrer que, ben, en fait, il a le vent en poupe, ben, qu'il veut effectivement, je vais dire, aller très vite. Voilà, d'un individu pressé, voilà, pour prendre une expression connue ailleurs. C'est effectivement un ministre pressé qui veut effectivement faire un peu, disons, qui veut envoyer des messages, mais qui en même temps, si vous me permettez d'aller loin, ben, qui montre qu'effectivement, il a des inquiétudes, ben, qu'il n'est pas vraiment serein. Voilà, c'est honnêtement les impressions que j'ai eues quand j'ai regardé. D'aucuns pensent que c'est une manière de mettre déjà Denis Christel Sassou Nguesso en immersion, question de, en fait, le mouler déjà et que désormais qu'il commence à prendre déjà les responsabilités. Et ici, il ressort évidemment que ce comité semble lui conférer désormais des pleins pouvoirs ou presque la République. Honnêtement, je n'irai pas jusque-là. Pourquoi je n'irai pas jusque là, même si effectivement il y a cela en deux, je veux dire, disons, en coulisses. J'ai parlé des messages que l'on peut faire passer. J'ai parlé, disons, d'un individu, d'une personnalité qui manque de sérénité. Euh, mais pourquoi je dis que j'ai un peu du mal à aller de là? Ben, tout simplement parce que quand je regarde notre histoire concernant les politiques, je ne cesse de rappeler, Monsieur Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en dehors des textes, en dehors du droit. Monsieur Sassou Nguesso gouverne en dehors du droit et de la démocratie. Il se maintient en dehors du droit et de la démocratie. Donc, quand il veut faire ce qu'il veut, il ne passe pas par le droit. Il ne l'a jamais fait. La dernière fois, quand effectivement, disons, nous avons essayé de faire son portrait, ben, nous sommes arrivés à la conclusion sur laquelle, ben, écoutez, on a comparé avec Augustin Pinochet. Augustin Pinochet fait son coup d'État, disons, il bombarde le palais présidentiel, le Palacio de la Moneda, comme on l'appelait effectivement au Chili, mais il assume. Il dit, j'ai fait un coup d'État. Ben, pourquoi? Ben, il dit tout simplement que, ben oui, nous ne voulons pas du communisme. Quand Sassou Nguesso fait le sien, d'abord, il n'assume pas puisque nous sommes arrivés effectivement à le citer en disant que dans sa dernière interview, au point, il dit qu'il n'a jamais fait de coup d'État, il n'assume pas. Et pourtant, c'est bel et bien un coup d'État. Il n'assume pas pourquoi. Ben, parce que ben, il est comme ça. Lui, ce qui compte, c'est d'atteindre son but. Il n'a pas besoin de justifier. Quand il justifie, c'est toujours en insultant la raison et l'intelligence. C'est comme ça. Donc, si je rejette un peu, disons, plutôt je mets à l'écart cela, même si le but c'est celui-là, c'est parce que je sais que quand Sassou Nguesso voudra le faire, il ne s'embarrassera pas texte. Il ne passera pas, disons, par le migmac. Il a toujours considéré le droit, la Constitution comme une perversion intellectuelle. Il considère que ben, s'embarrasser de lire la Constitution, c'est vraiment, disons, ça n'a aucun sens. Il considère effectivement, disons, la Constitution comme une perversion. Et donc, pour Oui, lui, mais on peut tout de même parler d'une immersion. Pour Denis Christel Sassou Nguesso, c'est une immersion, une façon déjà de prendre les choses en main, parce que nous savons également que c'est toute une bataille aujourd'hui, la succession. Il n'y a pas que Denis Christel Sassou Nguesso, il y a bien d'autres personnes aussi qui lorgnent. Et là, comme vous l'avez dit, d'entre deux jeux, ils semblent prendre le devant par rapport aux autres. Parce que c'est comme la question que je vous ai posée au départ, quelle était l'opportunité d'un tel communauté, d'un tel comité, je ne sais pas pourquoi je dis communauté, quelle était l'opportunité donc d'un tel comité dans le contexte actuel du Congo-Brazzaville, si ce n'est à commencer à créer, bon voilà, à préparer, comme qui dirait, la succession par Denis Christel Sassou Nguesso. ben, le lapsus que vous faites n'est pas totalement faux. C'est parce qu'effectivement, il veut créer comme une communauté, une ambiance où effectivement, il aurait, disons, à sa disposition, je vais dire, disons, toute une équipe pour se hisser. Mais c'est également, et je pense que cela, effectivement, disons, ça a beaucoup plus de sens, il veut dire à ses compétiteurs,
ceux pour qui ils veulent se disputer effectivement la succession que, en fait, moi, je prends des airs, que moi, effectivement, je suis en train de me hisser. C'est beaucoup plus là. Moi, je pense très sincèrement. Hein. Du point de vue de la réseau, admettez que c'est un peu insultant de faire des choses de cette façon. Mais nous nous sommes tellement habitués, disons, à cette famille, à cette pratique, que finalement, on ne s'étonne plus. Il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Il sait bien que si effectivement il doit, disons, être hissé à la succession, Sassou Nguesso le fera, puisque ça ne dépend pas des urnes. Ça ne dépend pas des urnes. Sassou Nguesso aurait pu, par exemple, dire un peu, en regardant ce qui se passe autour de nous, je vais faire, par exemple, comme Obiangema, c'est-à-dire créer tout simplement un poste de vice-président. C'est plus simple. Du point de vue de la légalité, d'abord, de ce décret portant création, comme on a dit tout à l'heure, attribution et organisation et fonctionnement du comité national, il y a un débat comme ça sur les réseaux sociaux où certains pensent que ce n'est pas légal, ce n'est pas au Premier ministre de prendre de tels décrets. Alors, en tant que constitutionnaliste, est-ce légal tel décret qui n'a jamais été discuté au préalable, bien sûr, au cours d'un conseil de ministres, par exemple? Je ne sais pas honnêtement sur quelle base les autres peuvent dire que ça n'a jamais été discuté. Nous ne savons pas les débats qu'il y a à l'intérieur, sauf s'ils sont au courant. Ce dont moi, je ne suis pas au courant. Tout ce que je peux constater, c'est selon les textes. Nous avons eu des premiers ministres dans notre histoire politique. Et la plupart des premiers ministres n'ont jamais été chefs de gouvernement. Voilà. C'est-à-dire que vous prenez effectivement le premier gouvernement de Sassou Nguesso quand il arrive au pouvoir de façon effective en 79, parce que pourquoi je dis effective, parce qu'il est en 77. Donc, en 79, quand effectivement il nomme son premier ministre en la personne de M. Louis Sylvain Ngoma, celui-ci est premier ministre et chef du gouvernement. Et tous ceux qui suivaient savent effectivement qu'il y a eu ces problèmes de conflit de compétences, où effectivement, monsieur, disons, Sassou invoquait souvent le prétexte qu'il est président de la République et président du Conseil des ministres pour dire qu'il avait effectivement les compétences, disons, de gestion, disons, qui relevaient de la compétence de M. Louis Sylvain Ngoma, qui était Premier ministre et chef du gouvernement. Et pour résoudre la question, pour trancher effectivement, M. Sassou Nguesso a fait partir M. Louis Sylvain Ngoma, a nommé un nouveau Premier ministre. Donc le Premier ministre qui va lui succéder sera Premier ministre, mais pas chef du gouvernement. Voilà, en 1984. Voilà, il sera Premier ministre et pas chef du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait ce conflit de compétences et qu'effectivement, disons, M. Sassou a résolu la question en lui enlevant, effectivement, je vais dire, disons, la substance de ce gouvernement. Pourquoi je rappelle cela? Quand vous regardez, disons, M. Makosso, M. Makosso est Premier ministre chef du gouvernement. Et donc, il dispose, disons, d'un pouvoir réglementaire autonome. C'est-à-dire qu'il peut effectivement prendre des décrets de façon autonome. Voyez. Donc, le nom que je mets, c'est M. Pungui, en 1984. Voilà. Donc, M. Pungui, quand il est nommé Premier ministre en 1984, il est Premier ministre, mais pas chef du gouvernement. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas de pouvoir réglementaire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le pouvoir de prendre les décrets de façon autonome. Au contraire de ce dont disposait M. Louis Sylvain Ngoma, mais dont il se disputait avec Sassou Nguesso, le président de la République. Quand vous prenez M. Makosso, selon les textes, c'est-à-dire donc selon la Constitution, disons, de 2015, il est Premier ministre et chef du gouvernement, ce qui veut dire qu'il dispose du pouvoir réglementaire autonome, c'est-à-dire la possibilité de prendre des décrets en dehors du Conseil des ministres, et donc en Conseil de cabinet tout simplement. Donc, de ce point de vue, s'il n'appartient qu'effectivement à lire la situation par rapport au texte, il peut effectivement prendre ce genre de décret, mais honnêtement, entre nous, je suppose qu'il en a parlé avec son supérieur, de la même façon que, n'oublions pas quand même, si nous devons dépasser un peu le texte, n'oublions pas quand même que cela se passe en famille. Celui dont le texte concerne, c'est le fils à Sassou Nguesso. Et disons, celui qui est Premier ministre, c'est celui qui a été effectivement nommé sur la base que nous connaissons tous, c'est-à-dire qui consiste uniquement à être, disons, M. Sassou Nguesso, même personne, c'est-à-dire que le principe essentiel de son fonctionnement, c'est la docilité.
Donc, si on ne s'embarrasse pas, si on ne veut Oui, pas on tout. l'appellerait même par certains le fils adoptif de Denis Sassou Mais voilà, Nguesso. certains disent le fils à tortue, d'autres nous rapportent qu'il l'appelle tonton. Bon, voilà. Donc, tout cela, c'est pour dire que là, nous voulons rester dans les textes et dans la réalité. Tout cela a dû se discuter au bord, disons autour d'un petit déjeuner, pour dire on va faire ceci. Donc, voilà. Donc, bon, sur la réalité, par rapport, disons, aux institutions, par rapport, disons, au droit, dans l'environnement africain, principalement, disons, dans le droit congolais, j'ai appris à me rendre à l'évidence. C'est-à-dire que si on s'enferme uniquement dans les textes, on passe à côté de la réalité de ce qui se passe. La réalité du pouvoir en Afrique et au Congo principalement ne se passe pas par le biais des textes. Ça se passe, je veux dire, uniquement dans une forme de petite communauté, dans un petit groupe. Et voilà, ce n'est peut-être pas propre à l'Afrique, mais je pense qu'en Afrique et principalement au Congo, on pousse le bouchon un peu plus trop loin. Voilà, c'est ce que c'est entendu. Autrement dit, pour ne pas, disons, tourner autour du pot, c'est une affaire qui s'est réglée en famille. Voilà. Une affaire qui s'est réglée en famille, et c'est aussi un appel que vous lancez là aux Congolais d'être un peu beaucoup plus aux aguets, parce que bon, finalement, on a l'impression que après cela, les choses risqueront de se précipiter. C'est ce qui semble un peu se dégager, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, quelle opportunité. Ben, quand on commence à créer ça, si ça passe, après on va créer un autre truc et ensuite, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un matin, on va se réveiller pour qu'on vous dise, bah, écoutez, tout a basculé désormais, c'est un tel qui est président de la République. C'est une question importante que vous posez, M. Perrin. C'est celle du piège du droit. Sous le règne de M. Sassou Nguesso, le droit, c'est toujours un piège. C'est-à-dire, il vous met dans une situation où vous êtes en train de regarder le droit, alors que lui considère qu'il n'est pas lié par le droit. Et quand vous êtes en train, disons, de commenter les textes, de dire par rapport au droit, ceci ne peut pas se faire, eh bien, lui, il est en train de préparer sa stratégie et le moment venu, ben, écoutez, il efface le droit et puis, voilà, il vous surprend. C'est vraiment cela qu'il faut dire. Donc, attention au piège du droit. Je venais de rappeler quand effectivement avait posé la première question que M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en dehors du droit. Il gouverne en dehors du droit, il se maintient en dehors du droit. Bon, donc, quand un individu, c'est pour ça que je dis souvent, notamment, disons, à ceux de nos compatriotes qui sont de l'opposition locale, je dis, mais faites attention. Quand vous discutez droit, M. Sassou Nguesso, dans son petit coin, ricane. Il ricane en disant, ben, pauvres gens, ben, écoutez, pourquoi me poser le texte alors que j'ai acquis mon pouvoir en dehors des textes, l'exerce en dehors du texte et me maintiens en dehors du texte. Donc, c'est très important la remarque que vous venez de faire pour dire qu'il faut éviter ce piège-là. La stratégie, la bonne, parce que nous savons quand même que ses intentions, ce sont celles-là, c'est de se préparer au-delà des textes et non de lui opposer les textes, parce que lui, il n'est pas lié par les textes et il nous l'a déjà démontré 1000 fois. De toute façon, Denis Sassou Nguesso se maintient au pouvoir par coup d'État permanent, hein, c'est ce qu'il sait faire, et que le droit, pour lui, c'est la distraction. Alors, professeur, on va passer au second volet de notre émission qui porte évidemment sur la délégation des entreprises françaises attendues à Brazzaville sous couvert de la Fondation Perspective et Innovation, vous le savez, de l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Donc, ce sera du 27 au 29 mars prochain. Il convient également de rappeler qu'il a été déjà à Brazzaville pour préparer évidemment cette arrivée-là, cette visite. Et aujourd'hui où nous réalisons cette émission, je crois qu'il doit être à Kinshasa, puisque hier, il appelait la communauté internationale, là, évidemment, à trouver des mécanismes pour ramener la paix au Congo démocratique. Il faisait allusion, bien entendu, à la situation de l'Est. Alors, Jean-Pierre Raffarin au Congo-Brazzaville. Apparemment, dans un premier temps, on peut dire que c'est anodin, mais curieusement, il est à Kinshasa, il sera à Brazzaville. On a l'impression, est-ce qu'on peut parler d'un service après-vente? Parce que finalement, il est sur le même itinéraire qu'Emmanuel Macron. D'autant plus qu'il est également programmé pour le Cameroun, c'est-à-dire pratiquement dans la sous-région. Donc, qui Donc, remplace Carbon Emmanuel Macron en tout à Afrique fait. centrale. Voilà. Donc, ce qu'il faut noter là, c'est quoi?
On a parlé dernièrement de la France-Afrique. Les réseaux France-africains fonctionnent ainsi. Vous constaterez que ceux qui sont généralement en relation avec l'Afrique, principalement, dans le régime politique français ou dans le gouvernement français, c'est le Premier ministre, en dehors du président bien sûr, et le ministre des Affaires étrangères. Et en général, puisque nous sommes quand même, disons, dans le système démocratique en France, c'est-à-dire que nous sommes dans le système démocratique et que, effectivement, l'exercice gouvernemental a une fin. Et quand, effectivement, disons, ces personnalités n'appartiennent plus au gouvernement, pratiquement toutes deviennent des tenants de la France-Afrique, c'est-à-dire que ce sont ces personnalités qui animent, effectivement, disons, les réseaux france-africains. Et c'est ainsi que vous remarquerez, la dernière fois, je parlais à la classe politique française qui dit toujours que, ben oui, faut pas donner des leçons de morale. Monsieur Perrin, si vous regardez bien, effectivement, toutes les personnes qui signalent cela, qui disent cela, c'est des anciens ministres des Affaires étrangères. C'est des anciens premiers ministres de la France. Et qu'est-ce qui peut justifier cette coïncidence, que ce soit toujours des anciens ministres des Affaires Justement, parce que étrangères? ce n'est pas une coïncidence. C'est parce qu'effectivement, c'est préparé comme tel. C'est-à-dire, les présidents passent, mais la France-Afrique reste, ce qu'on appelait effectivement l'empire qui ne peut pas mourir. Cet empire qui ne veut pas mourir est entretenu principalement par ces anciens premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, parce que, effectivement, très honnêtement, entre nous et pour ne pas faire l'hypocrisie, ils y gagnent plus qu'avec leur poste, avec les fonctions, disons, qu'elles ont eues. Voilà, ils y gagnent plus. Et donc, elles font ce travail-là. Donc, je vais vous raconter une anecdote, M. Perrin. M. Obama vient d'être élu en 2008. Quand il est élu, vous savez que les Africains exultent. Les Africains sont contents, sont émerveillés. Pas pour ce que, disons, certains ont dit, des interprétations fausses en disant que parce qu'ils attendaient de l'aide et des soutiens. Non, non, non. Les Africains n'attendaient rien, disons, d'Obama. Tout ce qu'ils attendaient, tout ce qui les avait intéressés, tout ce qui leur avait fait plaisir, c'est le fait d'avoir une personnalité qui a des origines africaines en raison des préjugés qu'on colle souvent, effectivement, aux Africains, de dire que, ben voilà, l'homme le plus puissant du monde aujourd'hui est d'origine africaine, qu'il a des origines africaines. Vous voyez, c'est ça. Mais les Africains n'attendaient pas grand-chose, disons, d'Obama. L'autre raison également, c'était que le plus souvent, les dirigeants africains ont l'habitude, en quelque sorte, de complexer les dirigeants occidentaux en avançant toujours l'argument, disons, la race, pour dire que ben, vous êtes des racistes et tout, et qui ne pourrait pas avancer, qui ne pourrait pas complexer, disons, le président Obama avec le même argument, puisqu'il a également des origines africaines. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au lendemain de l'élection, effectivement, disons, d'Obama, je disais, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, en la personne de M. Hubert Védrine, est interviewé. Et la journaliste lui dit un noir président des États-Unis. Et M. Hubert Védrine a dit non, 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 moi j'ai causé avec les Africains ne le considèrent pas comme un noir, les Africains le considèrent comme un Américain. Donc, et la journaliste insiste, c'est un noir, il dit non, 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 c'est vous qui dites que c'est un noir, les Africains le considèrent d'abord comme avant tout, comme étant un Américain. Un Américain, oui. Et je dis oui, c'est vrai, c'est un Américain. Mais le ministre Hubert Védrine parle de quels Africains? Mais c'est les présidents africains. C'est les présidents africains. Et les présidents africains n'ont jamais eu autant de trouilles que quand Obama était président des États-Unis. Pourquoi? Mais parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas manipuler, disons, M. Obama comme il manipule, disons, les présidents, disons, européens ou, disons, occidentaux de façon générale. Parce que Obama étant noir, il ne pouvait pas lui dire que non, vous prenez cette attitude parce que nous sommes des Noirs. Il ne pouvait pas lui opposer cet argument parce que ça existe. Je rappelle, M. Perrin, que quand il y a l'affaire des disparus du BIC, quand il y a l'affaire des disparus du BIC, quand il y a l'affaire, disons, des biens mal acquis, et que intervient cette décision française, on organise un débat au Congo à sens unique, comme ils ont l'habitude, c'est-à-dire qu'ils sont 8, 10, tous disent la même chose, ils font un monologue. Eh bien, l'argument qui revenait souvent, c'est que non, 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 c'est pas raciste. C'est parce que ben, nous sommes des Noirs que, ben, effectivement, voilà. Mais ils ne pouvaient plus invoquer le même argument. Bon, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que
quand effectivement, disons, on regarde ce ministre des Affaires étrangères, soit il tombe dans ce piège en disant que, ben oui, on risque de nous coller, effectivement, disons, l'argument raciste en disant que nous sommes des racistes, ou tout simplement, ils veulent ménager leurs propres intérêts et ils se disent, bon, écoutez, allons tout simplement pour les affaires, ne donnons pas des leçons morales. Ce ne sont pas des leçons morales, puisque vous remarquez, quand il y a eu effectivement ces affaires, disons, des Africains qui venaient mourir, disons, dans l'océan, celle qui est maintenant actuellement, disons, président du Conseil italien, a clairement dit que c'est la France qui contribue à ces problèmes-là, puisque la France exploite. Donc, ils se disent des vérités. Voyez. Et donc, pourquoi ces ministres des Affaires étrangères de France, ces anciens premiers ministres disent toujours non, 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 ne donnons pas de leçons morales? C'est tout simplement parce qu'il y a des liens particuliers entre ces personnalités et les présidents africains et qui constituent, je répète bien, le noyau dur de la France-Afrique. Le noyau dur de la France-Afrique. Donc, en un mot, si j'ai bien compris, pour Jean-Pierre Raffarin, il faut rattraper, disons, ce que la France est en train de perdre. Mais ma question, c'est que dans le même temps où Emmanuel Macron parle de modifier, de revoir les relations entre la France et l'Afrique, même si généralement ils confondent tout parce que l'Afrique, c'est pas un pays, certains pays africains. Et derrière, il y a un autre, donc Jean-Pierre Raffarin, qui remplace sous le label des affaires, parce que lui, il vient avec une délégation des entreprises françaises. C'est ce qui est écrit d'ailleurs dans, vous lirez ça dans le courrier, pour les affaires. Mais curieusement, les affaires, oui, après on dira, ben, il peut y avoir des coïncidences. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il passera aussi par le Cameroun. Donc, il est au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Cameroun. Donc, c'est le circuit que Emmanuel Macron a fait. Alors, on posait la question de savoir, est-ce qu'il vient essayer de mettre de l'eau, comme on dit, dans le vin ou de recorriger le tir parce que finalement, le passage d'Emmanuel Macron a tellement fâché qu'il veut rattraper les choses. Constatons ceci, M. Perrin. Avant M. Raffarin, ce rôle était joué par M. Michel Roussin. M. Michel Roussin, qui était ministre de la Coopération sous Balladur. M. Michel Roussin, qui a été directeur de cabinet de Jacques Chirac. M. Michel Roussin, qui a été patron de la DGS, c'est-à-dire de la Direction générale, disons, des services extérieurs français. M. Michel Roussin, qui a écrit cet ouvrage, disons, l'Afrique majeure, où il disait que nous avons décidé de nous débarrasser de la bolle. Ce qu'il nous faut, nous, c'est l'état de droit et non la démocratie. Autrement dit, ben voilà, les États africains peuvent retenir le principe du parti unique s'ils mentionnent les droits de l'homme dans les textes. Nous arrêtons là. Monsieur Michel Roussin, S'il mentionne ou bien s'il respecte. Ben, non, il dit, non, mais puisque quand c'est mentionné, ce qui compte pour écouter, c'est que disent effectivement, disons, les gouvernements africains, que nous mentionnons les droits de l'homme dans nos textes. Donc, l'état de droit, cela, c'est-à-dire que l'état de droit, c'est de dire, est-ce que dans les textes, il y a ça? Dans la pratique, nous savons que, ben, écoutez, ça n'existe pas. Donc, pour revenir, M. Michel Roussin, qui va défier M. Lissouba en lui disant, il faut que M. Lissouba nous montre sa capacité à gouverner, à diriger un État un mois, je dis bien un petit mois après son élection. Voilà. Monsieur Michel Roussin qui est clairement de droite et avec, je vais dire, tout ce qui va avec. Donc, Monsieur, disons, Raffarin remplace. Disons, c'est le nouveau Michel Roussin. Et qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qui caractérisait effectivement, disons, Michel Roussin? C'est effectivement la France-Afrique. On ne peut pas avoir été directeur de cabinet, disons, de Jacques Chirac, patron des services extérieurs français sans défendre cela. Donc, si j'ai cité ce profil de Michel Roussin, disons, c'est pour montrer effectivement ce que peut être, disons, M. Raffarin. C'est de dire En ceci. fait, ils ont le même profil, bien sûr, puisque Raffarin, c'est de droite, c'est un chiracien, c'est un... Peut-être pas le même profil politique. Hein. Le profil politique, on peut relever de nuances pour ne pas... Voilà. Le profil politique, M. Raffarin est du centre droit. Il a été principalement, si vous voulez, Mais c'est un disons... chiracien, lui aussi. Non, non, non. Il a été dans la mouvance de Valéry Giscard d'Estaing. Lui. Voilà. C'est à l'origine, quand il parle de son parcours politique, il dit que non, il était giscardien. Voilà.
du point de vue de la couleur politique, Raffarin n'est pas, disons, un grand éléphant. Ce n'est pas un éléphant, disons, politique. Alors que, je veux dire, les autres premiers ministres l'ont été. Donc, de ce point de vue, s'il remplace effectivement, disons, c'est-à-dire qu'il joue aussi, qu'il joue aujourd'hui le rôle qu'a joué M. Michel Rossin, c'est uniquement, premièrement, dans ce but d'entretenir la France-Afrique, premièrement. Secondo, la lecture de Macron par la classe politique française reste controversée. Certains ont tendance à voir en Emmanuel Macron, disons, comme un enfant, effectivement, dans une maison de porcelaine. Ils se disent qu'ils risquent de tout casser. Parce que, effectivement, je ne dis pas au hasard. Il y a un mois encore, j'étais en train d'écouter monsieur, monsieur de Villepin qui était en train de dire que ben, moi, je pense que pour être président, il faut passer par certaines étapes pour effectivement ménager les choses. Quand on est tout jeune, on risque effectivement, disons, de casser certaines choses. En gros, ce qu'il disait, pour ceux qui l'ont suivi, effectivement, comme étant l'invité, disons, de notre époque, l'émission de France 2 animée par Madame Salamé. Bon, donc, si effectivement, M. Raffarin passe tout juste au lendemain du passage de Macron, c'est parce qu'il estime que ben, il a peut-être effectivement, disons, fracassé un peu, disons, ces pratiques-là, et qu'il a en quelque sorte mis en doute, disons, l'idée qu'ils se font de la France-Afrique, c'est-à-dire pour dire qu'il faut effectivement que nous restons les privilégiés. Donc, en une phrase, c'est comme s'il faut Mais oui, corriger dans le même sens, professeur, est-ce que, reprocher effectivement à Emmanuel Macron. Voilà. oui, mais dans le même sens, professeur, est-ce qu'on peut penser que finalement, c'est Macron qui le met en route, ou bien c'est sa propre initiative qu'il remplace Puisque nous sommes dans les Macron en hypothèses, je Afrique? pense que les deux sont possibles. Prenons l'hypothèse inverse. L'inverse, c'est ce que je venais de dire, c'est de dire, bon voilà, le jeune président est en train de casser tout. Il faut chaque fois reconstruire, il faut aller, disons, reconstruire, il faut aller effectivement confirmer, disons, mettre en confiance effectivement ces dirigeants africains que nous sommes avec vous et nous tenons à rester avec vous. C'est la première hypothèse pour dire que ça peut être là. Mais ça peut être l'hypothèse également inverse. L'hypothèse inverse, c'est laquelle? C'est, disons, de se dire que, bon, vous savez, pour ceux qui suivent généralement, si vous voulez, ce qu'on appelle, disons, les films, disons, policiers. Quand les policiers mettent l'enquête, ils sont, par exemple, en train, si vous voulez, d'interroger, disons, un prisonnier. Il y a un qui tient un discours dur et puis il y a un autre qui tient un discours tendre. Pour dire l'essentiel, c'est le résultat. Donc, il faut mener les deux. On dame, mais en même temps, on tient, effectivement, on est gentil. Et si l'un n'obtient pas, l'autre l'obtiendra. Donc, je veux dire par là que si, par le hasard, parce que la dernière fois, nous avons dit que ben, nous ne sommes pas tout à fait, disons, je veux dire, édifiés sur le voyage de Macron. Il y avait les deux interprétations. Est-ce que c'est vraiment pour casser la France-Afrique ou pas? Bon, il peut se passer, puisque nous avons tous écouté, par exemple, Macron en parler, disons, du Congo et de Sassou Nguesso principalement, disons à Kinshasa. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas tenu le même discours, il n'a pas tenu le même discours quand il était, disons, à Brazzaville. Quand il était de l'autre côté, il a dit, ben, je ne suis pas venu pour lui servir la soupe. Bon, donc, l'apparence, c'est un discours dur. Et que, ben oui, après, il faut qu'arrive un autre qui va tenir effectivement un discours tendre, mais le but visé, c'est le même. Donc, pour répondre à votre question, les deux sont possibles. Le but visé, c'est le même. C'est qu'effectivement, les intérêts de la France survivent, quel que soit effectivement le président qui est là. Mais le constat, c'est que, selon certains observateurs, plus les personnalités politiques françaises arrivent à Brazzaville, mieux cela garantit la légitimité pour Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, quelqu'un disait, pour Sassou Nguesso, dès lors qu'il y a des personnalités françaises qui arrivent à Brazzaville, qu'il fait venir d'ailleurs à coût de milliards, puisqu'il dépense pour ça, c'est ça qui tient normalement pour sa légitimité et il capitalise cela. euh, et il présente cela comme un trophée d'ailleurs aux Congolais. Et donc, le fait déjà de faire ces mouvements et par ces personnalités politiques, comme disait d'ailleurs aussi, je vais rappeler ici Guy Mafima Motoki qui m'a rappelé cela, que bon, voilà, Denis Sassou Nguesso, Alingi Bamindele en Lingala, il aime bien le dire, parce que c'est eux qui font sa légitimité. Et donc ici, lorsque Raffarin va à Brazzaville,
puisque c'est prévu pour, disons, du 27 au, c'est ça, au 29 mars prochain. C'est, est-ce qu'on peut voir en cela une façon de venir encore adouber Denis Sassou Nguesso, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lui rassurer le soutien de la France? De quelle France s'agit-il? Tout à fait. Disons, mon cher Christian, il faut remarquer que ça se rejoint. Je disais que ce sont les mêmes qui ne veulent pas qu'on parle en termes de droits de l'homme. Quand on dit droits de l'homme, les gens disent, mais non, 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 nous n'avons pas le droit de donner les leçons de morale. Autrement dit, faisons nos affaires comme les autres. Monsieur Raffarin et le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire Monsieur de Villepin, Monsieur Védrine, disent la même chose. Faisons seulement les affaires. Autre chose, disons M. Perrin, ce qu'a révélé Libération, c'est quoi? Dans les numéros que nous avons vus en janvier, c'est que c'est Sassou Nguesso lui-même qui donne les moyens. C'est lui qui distribue des millions en euros. Il faut bien le dire, en euros. 1,5 million d'euros, c'est égal à 1 milliard de francs CFA. C'est lui-même qui donne des moyens pour qu'ils viennent. Et quand je parle du chantage, pour dire que c'est un maître chanteur, c'est de cela que je parle. C'est-à-dire qu'il leur dit, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Mais si vous ne faites pas ce que je veux, je ne vous en donne pas. C'est ça. Donc Donc, c'est il suffit de faire, un petit tour à Brazzaville, on empoche des millions et puis bon, voilà. Peu tout importe, simplement l'image que cela va donner pourvu que l'autre capitalise cela et présente cela comme un trophée et un et trophée quelqu'un parce le que disait ça d'ailleurs, pour Denis Sassou Nguesso, même un clochard pourvu qu'il soit blanc, bon je n'ai rien contre les blancs, pourvu qu'il soit blanc, il arrive à Brazzaville et c'est ce que c'est ce à quoi nous assistons depuis des décennies d'ailleurs. À la télévision, on vous montre des délégations, étrangères qui arrivent à Brazzaville, traiter, affaires, mais depuis 60 ans ou 60, oui, plus de 60 ans là, on ne voit rien comme résultat de ces délégations qui défilent à Brazzaville, de ces hommes d'affaires soi-disant qui viennent traiter, voilà, les marchés au Congo-Brazzaville. Donc, voilà pourquoi je disais pour Denis Sassou Nguesso, même un clochard, pourvu qu'il soit blanc, quand il arrive à Brazzaville, on le présente à la télé, bah, c'est fait, et puis voilà, il a la légitimité à partir de cette voilà, présentation. notre dernière, disons, interview, je vous ai dit, M. Parent, que notre drame, c'est l'illégitimité de M. Sassou Nguesso qui nous coûte cher. Si M. Sassou Nguesso était légitime, il n'aurait pas besoin de ça. Il n'en aurait pas besoin. C'est-à-dire qu'il irait droit au but, les intérêts du Congo, vos intérêts. Mais le fait qu'il est illégitime, qu'il souffre d'une illégitimité chronique, il est obligé chaque fois d'acheter à coût de millions d'euros disons, sa légitimité. C'est ça, c'est-à-dire que ça rejoint ce que je tente de dire. Et donc, quand il vient, il leur explique que, peut-être pas en ces termes, mais le fond, c'est celui-là. Je souffre d'illégitimité, j'ai besoin que vous veniez à Brazzaville pour montrer que je suis légitime, que je suis un chef d'État comme tous les autres. Bon, ils viennent, le fond est creux, il n'y a rien à y attendre, et puis ben, il arrose, disons, 1 million d'euros, c'est-à-dire 1 milliard de francs CFA, et puis ben, lui, ça lui permet effectivement de faire la démonstration auprès des Congolais, c'est-à-dire donc de l'opposition, de la société civile, et à nous autres, effectivement, qui savons que ben, M. Sassou Nguesso est politiquement hyper sale, ça lui permet de dire que, ah non, 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 mais écoutez, je suis un président comme tous les autres, ben, vous voyez, effectivement, les gens... Voilà, M. Sassou Nguesso... Évidemment, vous avez raison parce que même le courrier qui donne cette information de la visite de cette délégation, précise bien que c'est à la demande de Denis Sassou Nguesso lui-même. Voilà. Donc, ça ne vient que Donc après confirmer. avoir essuyé, la gifle d'Emmanuel Macron, ben voilà, il veut un peu, redorer le blason en faisant venir, l'ancien Tout à Premier fait. ministre. Mais nous pouvons être sûrs, et je pense que les enquêtes, disons, antérieures l'ont déjà montré, la plupart de ces hommes d'affaires, ces soi-disant hommes d'affaires qui viennent au Congo, ben, ce n'est pas avec leurs sous. Ce n'est jamais avec leurs sous. Ils prennent encore des crédits, puisque les crédits, rarement, on les donne effectivement aux hommes d'affaires congolais. C'est-à-dire qu'ils viennent et c'est le pouvoir congolais lui-même qui donne des moyens. C'est-à-dire que ce sont les banques congolaises qui donnent, disons, les moyens. Ou alors la fameuse aide à la coopération. L'aide à la coopération, c'est-à-dire que ces moyens, puisque vous savez, bon, je vous apprends bien que quand on dit aide, on ne donne pas, on prête. Et on prête, ben, mais effectivement, ça va principalement, disons, je vais dire, dans les affaires des originaires, disons, des pays qui donnent l'aide, parce qu'effectivement, ils n'ont pas, disons, grande confiance, disons,
aux autochtones, c'est-à-dire aux hommes d'affaires, disons, locaux. Professeur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de recel à ce moment-là? Parce que l'argent qu'ils viennent prendre à Brazzaville, au Congo, c'est l'argent volé dans les caisses de l'État. C'est l'argent dilapidé, ce pourquoi les Congolais souffrent aujourd'hui. Bon, est-ce qu'il faut parler de recel? Je pense que si on suit le mécanisme, ce n'est pas exactement cela. D'une forme de complicité, parce qu'ils sont conscients, évidemment, quand ils vont là-bas, c'est des milliards qu'ils prennent, hein, qu'ils repartent avec. Nous Mais ils savons. ne se posent pas les questions de savoir l'origine de cet argent. Par exemple, M. Perrin, nous savons que le plus souvent, quand il y a un problème, dans le fameux, c'est-à-dire sur le CFA, le fameux compte d'opération dont on parle, que quand il y a un problème dans un pays africain, la France ne prend pas ses moyens. Il prend les moyens, effectivement, disons, d'un autre pays africain, les donne, disons, auprès d'un autre africain, ça tourne comme ça, ainsi de suite. Mais qu'en dernière instance, c'est eux qui en bénéficient. Ça, nous le savons, on peut le démontrer. Oui. Bon, maintenant, quand il faut parler de recettes, bon, c'est un peu plus compliqué cela. Mais rien qu'à partir du fonctionnement du fameux compte d'opération, aujourd'hui, je pense que l'Africain moyennement curieux, c'est ce qui se passe. L'Africain, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut qu'on arrête cela. Donc, il y a d'autres mécanismes, d'autres analyses qui permettent de démontrer la complicité qu'il y a effectivement entre effectivement, disons, ces personnalités, ces pratiques et puis les dirigeants. Oui, mais professeur, moi je parle, j'insiste sur le recel parce que, évidemment, nous savons qu'un milliard au Congo, Brazzaville, c'est moi qui parle de milliards parce que la fois dernière, on a vu un opposant gabonais sur qui on a saisi plus d'un milliard de francs CFA qu'il avait, je crois, obtenu à Brazzaville. Quelqu'un lui a donné, bon, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est Sassou Nguesso lui-même ou bien ses hommes, qui ont donné un milliard à un opposant. Ça, c'est le Gabonais. Donc, j'imagine un peu les personnalités comme Jean-Pierre Raffarin auront beaucoup plus que ça. On ne peut pas nous dire qu'un Denis Sassou Nguesso, président de la République soit-il, trouve 4, 5, 10 milliards à donner à quelqu'un comme ça de sa poche. Ce n'est pas possible. C'est de l'argent pillé dans les caisses de l'État et qu'on remet à ces personnalités pour garantir, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, je ne sais pas s'il faut parler en termes de légitimité ou bon, voilà, garantir voilà, la légitimité du régime. C'est quand même, c'est le recel. Le régime et la prévention du régime, mais parce que si on ne parle pas de recel à ce moment-là, évidemment, ils vont se dire, ben, c'est normal, c'est une activité normale, on peut continuer à aller prendre de l'argent. Et puis, Jean-Pierre Raffarin n'est pas le seul, même si on se cache derrière le label des affaires. Il y a eu d'autres personnalités. Anne Hidalgo va souvent à Oyo pour se servir. On a vu DSK, ils vont là-bas, Pigas, pareil. Tout ce monde-là défile à Oyo pour aller prendre de l'argent du contribuable congolais. Un matin, on dira, ben, écoutez, bien mal acquis, et on va pointer du doigt, évidemment, Denis Sassou Nguesso d'abord, qui est le chef du détournement, du réseau de détournement, mais c'est difficile que dans les médias étrangers, qu'on cite ces personnes, ces personnalités qui profitent de la souffrance et de la misère des Congolais. Le mot, disons, qui englobe le tout, c'est la corruption. Mais sous le couvert de la corruption, effectivement, on peut voir du recel et tout. Bon, donc, corruption, blanchiment, c'est le catalogue, ou disons, c'est l'appellation qu'a retenue la France. Si nos propres juridictions fonctionnaient, mais ne rêvons pas, disons tout simplement que le moment venu, nos juridictions à nous donneront, disons, l'appellation la plus adaptée à ces pratiques-là. On pourrait parler peut-être... Évidemment, moi je voulais avoir un peu cette analyse juridique sur la question que prévoit donc la loi dans des cas pareils. Au niveau de la France, ils parlent en termes de blanchiment. Pourquoi ils parlent en termes de blanchiment? Parce qu'ils savent que c'est de l'argent malhonnêtement acquis qu'on introduit effectivement dans le système formel et qui, du coup, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est introduit dans le système, ne sera plus l'argent noir, c'est-à-dire ne sera plus l'argent de la corruption. Et puis, bon, donc, effectivement, ils peuvent l'utiliser, c'est-à-dire que celui qui va venir du Congo, qui a introduit, effectivement, qui a réussi à introduire, effectivement, de l'argent malhonnêtement acquis dans le secteur formel, peut du jour au lendemain devenir milliardaire. Vous voyez? Donc, ça, c'est la technique qu'ils ont pour dire, c'est du blanchiment plus de l'argent mal acquis. Mais vu du Congo, c'est pas comme ça qu'on va l'appeler. Quand on va effectivement voir l'intermédiaire du Congo, ben effectivement, on pourra parler en termes de recel.
ou celui qui a reçu qu'il a intégré. Et donc, tout dépend effectivement, disons, du pays ou disons de l'affectation, parce que nous savons quand même que cet argent mal acquis, intégré dans le système, même quand effectivement, disons, on les taxe de blanchiment et que ben, on récupère l'argent. Vous voyez que ça profite en dernière instance plus au pays d'accueil, c'est-à-dire en l'occurrence à la France, disons au Congo, pour être précis. Donc, je pense, et si vous voulez, généralement, ce que je recommande toujours aux compatriotes, c'est toujours de répertorier. Voilà. Nous ne sommes pas obligés de faire la même lecture que, par exemple, disons, la juridiction française. Nous ne sommes pas obligés de faire la même lecture, puisque, bon, si on doit intégrer cela au Congo, c'est tout simplement, effectivement, disons, du pillage. C'est de l'argent pillé, c'est la corruption, on peut donner plusieurs mots, vous voyez. Donc, pour moi, répertorier de telle sorte qu'à terme, effectivement, les juridictions concernées puissent juger cela, voilà ce qui nous reste. Mais pour eux, je vais dire, effectivement, ils retiennent effectivement l'appellation qui les arrange mieux. Voilà, parce que ça permet effectivement, disons, de glaner plusieurs moyens importants de l'argent pillé par les dictateurs africains. C'est ce que je... Alors donc, voilà, professeur, nous sommes à la fin de notre émission et ce sera donc la dernière question. Si j'ai bien compris, ils sont poursuivables. Ah, bien sûr. Ils sont poursuivables. Ils sont poursuivables. Mais soyez-en sûrs. Quand, si par exemple, bon, il n'y a plus d'État au Congo, nous le savons, puisque toutes les Oui, affaires... mais un jour viendra où les choses entreront en ordre, on ne sait jamais. Voilà pourquoi je pose la question. Euh, si les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, est-ce que dans le cas, par exemple, de ce que nous sommes en train de dire, un jour, si jamais l'ordre revenait au Congo, ces personnes peuvent être poursuivies? C'est ma dernière question. Bien entendu, M. Perrin. Vous savez, il y a ces affaires qui tournent, disons, sur les réseaux sociaux, sur ce genre de pratiques au Congo. Bon, nous n'avons peut-être pas voulu aborder cela parce que ce n'est pas, disons, une source formelle connue comme l'affaire Libération pour pouvoir les traiter. Moi, ce que je peux demander à nos compatriotes, principalement ceux de la société civile, c'est de toujours répertorier. Dieu merci, aujourd'hui, même sans répertorier, les réseaux sociaux, une fois que effectivement l'information est tombée dedans, vous pouvez y recourir même après 50 ans. Voilà ce qui nous sauve un peu, puisque c'est la société, disons, nouvelle, avec les nouvelles technologies. Mais je demande aux compatriotes de se saisir de ces affaires-là, de les répertorier. Les propres textes congolais, ils disent que ben, c'est imprescriptible, pas seulement en matière, disons, de droits humains, mais également en matière, effectivement, de pillage. Donc, de ce point de vue, à n'importe quel moment, effectivement, ces affaires pourront être poursuivies, traitées par la justice. Donc, il faut que les compatriotes du Congo, nous-mêmes aussi, hein, je l'ai dit quand nous avons abordé la question de l'accord, disons, entre le gouvernement congolais et le Rwanda, de dire qu'effectivement, il fallait saisir, disons, les autorités administratives et juridictionnelles rwandaises pour leur faire comprendre que, effectivement, nous contestons cet accord-là. C'est la même chose qu'il faut dire pour ces affaires dont nous allons faire état. Le meilleur jugement, c'est celui qui viendra après. Prenons l'hypothèse, parce que nous avons suivi sur ces affaires qui courent notamment sur les réseaux sociaux la réaction du Premier ministre. Personnellement, j'ai bondi en me disant, mais quelle mouche l'a piqué? Pourquoi? Non pas qu'ils se saisissent l'affaire, mais je sais que quand effectivement les autorités administratives et juridictionnelles congolaises, du moment où se saisissent d'une affaire, c'est pour l'éclipser. Nous avons eu la preuve effectivement avec l'affaire des disparus Beach, où quand effectivement, sur conseil, astuce de l'ancien avocat que nous connaissons tous, M. Jacques Vergès, qui leur avait dit, écoutez, pour éviter que la justice française ne puisse trancher cette affaire, traitez-la vous-même. Parce qu'il y a ce principe en droit du non-dissident, c'est-à-dire que la même affaire ne peut être jugée deux fois. Si vous jugez, eh bien, du coup, vous disqualifiez effectivement la justice française. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont saisis de cette affaire. L'autorité de la faire juger, alors. Donc, oui, je disais, ils ont jugé et le jugement aboutit à quoi? Responsabilité de l'État, mais aucune responsabilité des personnes qui étaient effectivement citées. Monsieur Perrin, peut-être les gens ne savent pas.
généralement, on recourt à la responsabilité de la personne publique pour permettre d'indemniser les victimes. Là où, effectivement, disons, je vais dire, disons, l'agresseur ou, disons, la personne, disons, plus individuellement, n'aurait pas de moyens. Mais on commence par reconnaître, effectivement, le plus souvent, ce qu'on appelle, effectivement, le cumul de responsabilité. Voilà quand même le jugement du Congo dans cette affaire qui a, en quelque sorte, disons relaxé, je ne peux pas utiliser un autre mot, relaxé, ce qui était cité, mais qui reconnaît la responsabilité de l'État. De l'État, oui. Je rappelle que l'État n'a jamais, personne n'a jamais déjeuné avec l'État. Quand on doit reconnaître la responsabilité de l'État, c'est par ricochet avec ses agents. Ce qui aurait été normal, c'est de dire effectivement, voilà les personnes qui sont responsables, mais pour en arriver là, ils ont utilisé les moyens de l'État, et donc c'est l'État qui doit indemniser. Je ne sais pas si je suis clair. Donc ça aurait dû commencer par la reconnaissance de la faute de certains de ceux qui étaient cités, et puisqu'ils avaient les moyens de l'État, notamment les armes, par ricochet, par l'usage effectivement soit des moyens roulants, soit des armes de l'État, reconnaître la responsabilité civile de l'État pour indemniser. Mais ici, on reconnaît la responsabilité de l'État, mais aucune responsabilité pour les personnes citées. Moi, ce dont j'ai peur entre nous, c'est que en menant l'action dans ce contexte-ci, on arrive effectivement à ce que nous avons constaté pour l'affaire des disparus du bus, que par exemple, une affaire qui court aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on va dire, on va juger, et puis on arrive à la relaxe, et puis on dit l'affaire, le jugement a été rendu. Donc, moi, je demande tout simplement aux compatriotes, à tous les niveaux où ils se trouvent, de répertorier, de garder, et puis le moment venu, c'est-à-dire quand effectivement, parce que nous retrouvons quand même l'État, nous retrouvons les droits, à ce moment-là, effectivement. Vous faites allusion à l'affaire Figa, c'est ça? À cette affaire-là. Voilà, à cette affaire-là. Parce que moi, j'ai quand même été surpris. Nous savons que cette affaire, nous ne pouvons pas dire exactement ce qu'il en est, puisque nous n'avons pas les détails. C'est difficile d'apprécier une affaire qui est initiée par les réseaux sociaux. Quand c'est par exemple un journal sérieux, on peut se dire, faire une idée. Mais quand on regarde cette affaire et on regarde les réseaux sociaux, on dit que le Premier ministre en sera saisi. Honnêtement, quand on regarde, les compatriotes de la société civile doivent s'en saisir, mais elle est un peu à la périphérie de tout ce que nous connaissons dans ce pays, dans le sens que, effectivement, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une grande affaire. Ou alors on peut se dire, prenez l'hypothèse même c'est une grande affaire, qu'est-ce qu'on va faire de celles qui ont précédé? Parce que si on était naïf, qu'est-ce que l'on dirait? Enfin, ça commence et que, effectivement, on va reprendre toutes ces affaires qui ont précédé. Mais nous savons bien que ce n'est pas cela. Et alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi sur cette affaire, effectivement, on arrive là. Donc, moi, j'ai peur qu'on arrive à une situation, effectivement, un jugement doit être rendu puisque les principales personnalités qui sont citées dans cette affaire sont quand même des partis au pouvoir. Et que, oui, pourquoi je dis cela? Ce qui peut faire peur au pouvoir de Brazzaville, c'est de créer un précédent. Si on juge sérieusement une affaire comme celle-là, automatiquement, il faudra qu'on juge les autres. Vous voyez? C'est-à-dire, ça va faire ce qu'on appelle donc une jurisprudence et politique et, je veux dire, juridictionnelle. On vient de juger cette affaire, pourquoi on n'en jugerait pas d'autres? Donc, moi, je crains que dans ce genre d'affaires, effectivement, dans un contexte où nous savons qu'il n'y a plus de justice, qu'il n'y a plus d'État, que finalement, ça se retourne contre, effectivement, les intérêts du peuple, qu'on arrive effectivement à un non-lieu ou tout simplement, disons, une relaxe, et puis finalement, ça n'aura abouti à rien. Pourquoi? Si je fais disons, un peu la rétrospective, il y a 1 an, 2 ans. Et cette affaire, par exemple, de 50 millions qui étaient impliqués, disons, où étaient impliqués effectivement les enfants du dictateur. Oui, Claudia Sassou et puis Denis Christian Sassou Nguesso. Moi, j'avais aimé effectivement, disons, l'action de la société civile sous la direction de M. Bina, il me semble, M. Washington et Bina, qui avait dit qu'ils vont... Voilà. Il fallait lever l'humilité parlementaire de ces concernés. J'avais réagi comment? On sait qu'effectivement, ça n'aboutirait à rien, mais c'est bon, effectivement, de le faire. Ça permet effectivement demain de confondre, disons, et les politiques et la justice pour dire cette affaire avait fait effectivement l'objet, disons, d'un dépôt de plainte par la société civile. Où est-ce qu'on en est arrivé? Vous voyez? Donc, voilà donc effectivement cette affaire. C'est-à-dire ça nous montre effectivement la façon dont le pouvoir remplace traite les affaires. C'est-à-dire que quand effectivement ça touche le nœud du pouvoir, ça n'aboutit à rien.
Et quand effectivement c'est un peu à la périphérie, on essaie de voir comment. Ouais. Donc, ça revient au même, c'est-à-dire que la justice, telle qu'on l'attend, telle qu'on l'attendra ailleurs, n'existe pas dans notre pays. Il faut en avoir peur. Mais à ce moment-là, il faut effectivement connaître sur notre propre répertoire. Évidemment, cela ne sert à rien de tenter de noyer le poisson. En tout cas, merci au professeur d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir été disponible pour cette interview. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, je vais donc vous rappeler la petite récitation de liker, de partager nos émissions pour nous permettre évidemment de parfaire notre référencement, d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et de vulgariser au maximum l'information. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.